pense, moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. Bonjour David Revaud-Dallon. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous comme tous les mercredis. Vous êtes le rédacteur en chef politique du journal du dimanche. Et David, vous nous parlez aujourd'hui du premier bilan de la majorité 6 mois après les élections législatives de juin. Il est comment ce bilan, David ? Un bilan globalement positif, j'ai envie de dire. Cette illustre formule, Steve, vous le savez, a été utilisée en 1979 par le secrétaire général du Parti communiste français, Georges Marchais. Il s'agissait de qualifier les réalisations des pays de l'Est et de leur régime communiste. Alors, cette formule pourrait presque être reprise à leur compte par les responsables de la majorité relative au Palais Bourbon, toute proportion gardée, bien sûr. 6 mois après ces élections législatives qui ont précisément coûté la majorité absolue aux macronistes, et alors que se profilent les vacances parlementaires et la trêve hivernale, eh bien, les députés de la majorité peuvent souffler avec le sentiment que le pire est évité, mais aussi que ce pire, eh bien, il reste à venir. Et il est certain, David, qu'au vu des prédictions qui accompagnaient le résultat des dernières législatives, le gouvernement peut légitimement aujourd'hui estimer s'en être plutôt tiré à bon compte. Et oui, souvenez-vous, en juin dernier, on leur promettait le cauchemar, l'enfer, le blocage absolu. Alors, bien sûr, affirmer que ces quelques 40 députés qui leur manquent ne leur ont rien coûté politiquement, ça serait mentir. Et raconter que cette séquence parlementaire de quelques mois n'aurait été qu'un long fleuve tranquille pour le gouvernement, ça serait aussi travestir la réalité. Mais ce rapport de force, beaucoup moins heureux qu'escompté, a nécessité de la part des députés macronistes des heures harassantes de présence dans l'hémicycle, des sacrifices, de l'abnégation, le tout dans un climat politique extrêmement tendu, presque à couper au couteau. David, est-ce qu'on a des éléments de comparaison ou des chiffres ? Oui, sur le papier, ce premier semestre du quinquennat Macron 2 sur le plan parlementaire se révèle tout aussi productif que les 6 premiers mois du premier mandat du chef de l'État. Je vais citer mes confrères du Point qui ont fait le décompte. Entre juillet et novembre 2022, 15 lois ont été adoptées, c'est-à-dire 13 projets de loi et 2 propositions de loi. C'est exactement autant que pendant la même période en 2017 où 15 projets de loi avaient été adoptés. Donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. En réalité, ces statistiques assez surprenantes doivent beaucoup aux manœuvres tactiques inhérentes à toute majorité relative. Ainsi, celles consistant à faire passer d'abord certains textes sensibles au Sénat. Ça a été le cas pour le texte dit ENR, c'est-à-dire énergie renouvelable, qui est examiné depuis lundi dans l'hémicycle du Palais Bourbon, après avoir été voté au Palais du Luxembourg. Et ce sera à nouveau le cas, normalement, sur le projet de loi sur l'immigration, le fameux qui fait tant parler en ce moment, au premier semestre 2023, d'abord au Sénat puis à l'Assemblée. Donc, un cadre de la majorité résume cette tactique. On commence au Sénat, on teste, on voit le cadre, on nettoie un petit peu et ensuite à l'Assemblée nationale, on avise en fonction, on va plus loin ou pas plus loin. Et avec ces petites manœuvres, David, ça peut continuer à marcher ? On l'a dit, ce bilan globalement positif a été acquis grâce à un peu de bricolage, des petits calculs, des coups de billard à plusieurs bandes, mais surtout, il faut le dire, surtout grâce au fameux 49.3. Il y en a eu 7 à ce jour et c'est pas terminé, il en reste encore quelques-uns pour faire adopter les 2 grands textes budgétaires que sont le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mais attention, car ce bilan, il est potentiellement en trompe-l'œil, voire franchement trompeur si on commence à pronostiquer la suite des opérations politiques. Eh bien justement, David, projetons-nous un petit peu. Qu'est-ce qui pourrait se passer en 2023 ? Une fois les textes budgétaires expédiés, la majorité risque de se retrouver fort dépourvue quand la bise sera venue avec dans sa manche un seul atout, à savoir l'unique 49.3 qui lui reste d'ici la fin de la session parlementaire. Et le débat sur l'immigration hier à l'Assemblée nationale l'a montré. Le texte que les ministres de l'Intérieur et du Travail, Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, qui défendront sur ce sujet, celui de l'immigration, ne passera pas comme une lettre à la poste, loin de là, et nécessitera sans doute de brûler cette cartouche du 49.3 que lui offre la Constitution. Et après ça, David ? C'est la vraie question. Une fois ce fusil à un coup dégainé, et si l'exécutif opte par exemple pour un texte budgétaire, un projet de loi de financement sécurité sociale rectificatif qui autorise donc un 49.3 pour faire passer son emblématique réforme des retraites, il ne lui restera plus rien, plus aucun atout. Alors certes, un responsable de la majorité se prend encore à rêver de ratisser du côté de la droite et de la gauche modérée pour bâtir des majorités sur tel ou tel texte. Je le cite encore, si on en prend 10 de chaque côté chez les LR et au PS, il ne nous restera plus que 15 voix à aller chercher. Et 15 voix, c'est déjà pas mal. Et puis encore, c'est un scénario qui reste encore optimiste et voire un petit peu idyllique. Et ça, David, c'est si on regarde uniquement ce qui se passe à l'intérieur de l'Assemblée nationale.
Mais les problèmes risquent également de venir de l'extérieur, Et j'imagine. oui, absolument. Si on ajoute à ces perspectives un peu sombres ce qui se pourrait se passer effectivement à l'extérieur du Palais Bourbon, je cite dans le désordre les grèves et manifestations éventuelles contre la réforme des retraites, une inflation massive que beaucoup s'attendent à voir exploser cet hiver, d'éventuelles coupures d'électricité, on en parlait juste avant, notamment dans l'interview de Sacha Houlier, et pour agrémenter le tout, le retour de l'épidémie de Covid, eh bien le tableau il est plutôt sombre, voilà qui risque de faire beaucoup pour un seul homme ou du moins pour une seule et trop courte majorité. Le réveillon s'approche, mais pour la Macronie, la fête est déjà finie et les lampions vont bientôt s'éteindre. Merci beaucoup David Rowe-Dallon Merci, pour cet Steve. exercice de prospective politique. Et j'en profite, vous aviez pronostiqué la victoire de l'Angleterre avant le début de la compétition. L'Angleterre qui affrontera les Bleus samedi, vous maintenez ? Je maintiens. Bien sûr, ça me ferait mal de voir l'équipe aux Free Lions l'emporter contre les Bleus, mais je pense que c'est une équipe très solide, très sérieuse. D'ailleurs, on a vu qu'il y en a pas mal. Le Brésil, évidemment, le Portugal, bien sûr. Mais je pense que les Français, même s'ils peuvent déclencher à tout moment une action offensive, une frappe, notamment par Kylian Mbappé, bien sûr, mais aussi Griezmann, Giroud ou Dembélé, je pense que les Anglais sont une équipe très solide, assez capable de marquer, mais en plus solide derrière. Donc, je mettrai une petite pièce. Et là, c'est une petite livre sterling sur l'Angleterre. Je dirais un petit 3-2. Allez, soyons fous. 3-2, un match spectaculaire. Donc, merci Absolument. beaucoup David. On verra ça donc, samedi soir à partir de 20h. En attendant, vous pouvez réécouter Hémicycle en podcast sur radioj.fr et le retrouver en vidéo sur notre page YouTube. Demain, c'est Laurence Saillet qui sera avec nous. Bonne après-midi et à mercredi prochain. Merci Steve, à bientôt.